d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, disait Voltaire. Alors, fidèles amis de Prime News TV Bénin, efforçons-nous à être heureux. Bonjour et bienvenue à la une des journaux de ce vendredi 4 février 2022. On démarre avec les 4 vérités qui titrent en manchette. Violence et abus sexuels au Bénin. Une fille devient mère à 14 ans après avoir été violée par son propre cousin. Tontine ou escroquerie au Bénin. Plus de 600 plaintes portées contre des tontiniers à Dogbé. Matin libre affiche. Lutte contre la hausse des prix de produits vivriers. Le gouvernement n'y est pas encore. Employabilité et autonomisation des jeunes. Les acteurs du changement 229 récompensés. L'événement précis titre par ailleurs. Flambée des prix des produits sur le marché. Les Béninois expriment leur désarroi. Talon prend une importante mesure de lutte anti-cherté. Interdiction formelle d'exportation d'intrants agricoles. Joseph Djogbenou, au sorti de la rencontre entre Talon et les présidents d'institutions, déclare « Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le pays est sécurisé. » Le matinal met à la une. Création de la cellule d'analyse et de traitement des plaintes et dénonciations. La société civile divisée. Recrutement de 1300 élèves agents à la police républicaine. La date du dépôt des dossiers proroguée. Dynamisme info placarde. Reversement des pouvoirs en Afrique de l'Ouest. Ce qui s'impose aux dirigeants des pays non touchés. Supposé garde à vue de Ganiou Soglo. Pure intoxication. La Perse du Nord affiche. Face à la montée du terrorisme et de l'extrémisme violent dans la sous-région, le président Rachidi Badamansi et ses collègues de la commission sécurité, porteurs d'une thérapie de choc. Suite aux affrontements de Mokba, l'ONG Al-Cray condamne une dérive sectaire et demande des comptes. Terminons avec le potentiel qui titre en manchette « Double dédommagement de présumés propriétaires terriens à Abom et Calavi ». L'Iamidi Dedravo laisse mer bientôt frappé par la criette. Pour le respect en vigueur des tests au Bénin, plusieurs établissements fermés dans le littoral et le plateau. Ce sera tout, amis téléspectateurs, pour la une des journaux de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Restez en notre compagnie pour le décryptage tout à l'heure. Charme, séduction, magnificence, splendeur, esthétique cosmétique, maquillage, soins, tous les mots nécessaires à votre beauté ont leur sens à la boutique Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Bonjour chers clients, bienvenue à Liss Fashion Cosmetic and Beauty. Nous sommes spécialisés dans la commercialisation des produits cosmétiques venus directement des États-Unis. Nous avons les gels de douche, les produits pour le corps, les produits pour la pousse des cheveux, les parfums de très bonne senteur et des gommages pour hommes et femmes. Liss Fashion Cosmetic and Beauty, c'est une équipe dynamique, accueillante et serviable. Et c'est une gamme variée de produits de beauté pour femmes et hommes. Nous avons aussi également les gommages pour hommes et femmes, comme ce gommage La Mort. C'est un gommage corporel. Vous pouvez l'utiliser pour tout votre corps, comme vous pouvez aussi l'utiliser seulement pour le visage. Il est valable pour tout type de peau, hommes et femmes. Également, Liss Fashion Cosmetic est situé dans la commune d'Abom et Calavi, plus précisément à Wome Carrefour Petit Pas. Nous sommes ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h.
Eh bien, Edith Zodouga, merci de nous avoir cédé le plateau. Mesdames, Messieurs, chers amis, téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bonjour. Merci de nous marquer votre fidélité. Aujourd'hui, vendredi 4 février 2022, on parle encore de décryptage et d'analyse de sujets d'actualité. Nous sommes ce matin avec Constant Yaoudou. Je rappelle qu'il est journaliste et directeur de Radio Planète. Constant, bonjour. Bonjour. Actualité au Bénin, on en parle encore. Cherté des produits de première nécessité. Le gouvernement qui limite désormais l'exportation. Oui, le gouvernement limite l'exportation, c'est des mesures juste pour pouvoir contenir la crise. La crise. Oui, parce que une crise, quand on parle de crise, c'est que ce n'est pas prévu, les dispositions ne sont pas prises spécifiquement. Donc, c'est arrivé puisqu'il y a beaucoup de causes à ça. Donc, quand ça arrive, il faut forcément prendre des mesures pour pouvoir contenir, parce que il s'agit, quand on parle de première nécessité, il faut comprendre qu'il s'agit de manger. Évidemment. Ça, c'est le premier besoin de l'homme. Quand l'homme ne mange pas, il ne vit pas. Donc, c'est fondamental. Donc, le gouvernement ne peut pas rester insensible à une situation pareille. Donc, je crois que c'est une bonne option que le gouvernement a prise en pensant à des mesures pour pouvoir juguler la crise ou tenir quelque peu pour sauver la situation. Est-ce que déjà, Constant Yaoudou, est-ce qu'on peut déjà noter que cette mesure en elle est suffisante pour contenir la crise dont nous sommes en train de parler? Parce que déjà, il faut noter que désormais, les produits de grande consommation à l'interne font objet de redevances de 20%, alors que les produits dont la production peut être estimée exagérée ou estimée débordante de la consommation à l'interne sont objets de redevances de 10%. Oui, parce que il y a que tout le monde connaît. Le manioc, par exemple, la transformation du manioc nous donne beaucoup de produits. Et quand vous faites les statistiques, le nombre de Béninois qui sont au gari par jour comme ration alimentaire de base, c'est énorme. Donc, à partir de ce moment, si on ne frappe pas le manioc, par exemple, de taxes sévères, entre griffes, pour pouvoir maintenir le taux de production, la quantité de production de manioc au plan national et permettre encore l'exportation, on risque d'affamer davantage. Donc, c'est des mesures de crise qui ne sont pas des mesures extraordinaires, mais c'est une nécessité pour le gouvernement de maintenir au moins, parce qu'on dit dans notre langage populaire, tout au moins le gari, tout au moins le gari et tout au moins la pâte. Donc c'est pour ça que le maïs et le manioc, qui sont des produits de grande consommation, sont obligés d'être des produits qui attirent beaucoup plus l'attention des gouvernants. Donc je crois que c'est des autres qui sont un peu des produits qui n'ont pas forcément, dont la majorité ne se procure pas pour évidemment, pour leur consommation, c'est pour leur, on peut les exporter. On peut les exporter dans une certaine mesure, parce que il ne faut non plus fermer les vannes. Sinon, au moment où la situation va se stabiliser, on n'aura plus de marché extérieur. Or, il faut que l'argent de l'extérieur arrive pour que notre économie puisse retrouver une bonne santé. Donc, il ne faut pas non plus fermer les vannes. Donc, il faut essayer de stabiliser, de planifier quelque peu. Donc, je crois que c'est ce que le gouvernement est en train de faire en ce moment. Évidemment, Constant Yaoudou, il faut rappeler que cette mesure a également un autre aspect qui avantage les producteurs agricoles, simplement parce que de l'autre côté, cette mesure, les ressources financières qui seront issues de ces redevances seront reversées pour aider
ou apporter des subventions à nos producteurs agricoles. C'est ce que le gouvernement a dit. Autre sujet d'actualité qui nous intéresse dans ce rendez-vous de décryptage, c'est bien sûr la mise en place par le ministère des Affaires sociales de la cartographie du réseau des chefs religieux traditionnels. Et ceci pour permettre à toutes les filles d'aller désormais à l'école. Oui, je crois que ça s'inscrit dans la dynamique que le chef de l'État avait annoncé dans son programme d'action de réorganiser le réseau, le monde des chefs traditionnels et chefs religieux. Parce que aujourd'hui, nous sommes en train de le constater avec la crise qu'il y a aujourd'hui sur le continent face à la recolonisation ou à la colonisation. On sent aujourd'hui dans les débats que la société traditionnelle africaine est une société très organisée. Et c'est conscient de ça que l'Occident, en voulant exploiter, a un peu mis dans notre tête que ce n'est pas l'idéal, ce qui a fait qu'aujourd'hui on est en train de se rendre compte que ce que nous avons au niveau de l'administration publique, ce que nous avons aujourd'hui au niveau de l'administration publique biaise avec nos réalités culturelles. Donc pour ça, il faut forcément revenir sur la base de nos principes traditionnels et endogènes pour pouvoir mieux. Vous voyez un peu aujourd'hui au niveau du christianisme, les gens sont revenus à Mewiwendo où il faut faire les enterrements tels qu'on le fait de façon traditionnelle. C'est pour qu'on se sente plus intéressé. Sinon, l'autre manière de faire les enterrements ne sont pas des nôtres, c'est bien que ça commence par être théâtre. Tu vois, donc il faut vraiment aller au fond pour que les gens puissent vraiment prendre la mesure des choses et puis que ça puisse donner réellement ce que nous voulons, parce que le mimétisme détruit le naturel en nous, le culturel en nous, si bien que ça commence à devenir fléau. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à faire. Mais malheureusement, tout le monde porte le chapeau que je porte et là, et on ne sait plus qui est qui et qui fait quoi. Donc si on ne réorganise pas un peu, on ne peut pas. Je donne un exemple simple. Chez nous, aujourd'hui, on vous propose, quand il y a des petits problèmes, tu veux qu'on aille au commissariat pour le tribunal par la suite, ou bien tu préfères le tribunal de la maison. Aujourd'hui, ça continue. Le sujet dit, je préfère qu'on règle ça à la maison. Même s'il faut, entre griffes, le chicoter ou le sanctionner d'une certaine manière, il préfère ça que ce soit réglé à la maison. Que ce soit réglé à la maison que le tribunal, parce que il suffit de rester un peu dans les tribunaux pour voir à la fin de la séance comment les deux parties continuent de s'engueuler, même devant le juge. Donc ça prouve que le problème est en train d'être tranché par la justice, mais ça laisse beaucoup d'autres conséquences parce qu'on continue de se menacer devant le juge, parce que quand le juge dit renvoyez à temps ou bien voici le verdict, ça continue. Mais vous ne pouvez pas voir ça au niveau traditionnel quand le chef de famille finit de parler, quand le chef religieux finit de parler, de trancher, vous vous prosternez, vous partez, ça ne bronche pas. Donc, si aujourd'hui nous avons cette capacité, alors qu'on sait ce que les filles sont en train de devenir aujourd'hui, il faut vraiment retourner à ces réalités pour que la pesanteur sociologique traditionnelle puisse aider à l'éducation ou à la rééducation aujourd'hui de notre jeunesse. Sinon, la jeunesse est en déperdition. Donc, en perdition. Donc, la réorganisation du système traditionnel et endogène aujourd'hui va permettre de savoir qui est qui pour remettre et donner le pouvoir qu'il faut à la société traditionnelle pour soutenir la société publique, l'administration publique. Donc, le problème qui est là, le choix du ministère des Affaires sociales d'aller vers cette cartographie et de permettre une possibilité réelle. C'est fondamental, et je l'ai dit à l'entame que c'est inscrit dans le programme
l'action du gouvernement qui a compris que sans ça, ça va être difficile de maîtriser la couche juvénile. Et aussi, ce qu'il faut, l'autre aspect qui est très important est que les filles aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont dans les religions endogènes, qui sont des adeptes de choses. Justement. Oui. Et là aussi, c'est qu'il faut forcément qu'il y ait un cadre. Il faut qu'il y ait un cadre de discussion, cadre d'échange entre l'administration publique et l'administration traditionnelle pour que ces filles qu'on interne, par exemple, pour aujourd'hui, c'est réduit. Sinon, avant, c'est 3 ans d'internement. Après, c'est 12 mois, c'est 9 mois. Aujourd'hui, ça va un peu plus vite. Mais ça empêche ces filles d'aller à l'école parce que 3 mois d'internement, est-ce qu'il faut caler ça sur les périodes de vacances? Est-ce qu'il faut sectionner ça? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Tout ça, c'est des discussions qu'il faut mener parce qu'il y a les réalités du couvent, les réalités de la tradition. Et si la petite ne fait pas l'initiation, la femme ne fait pas l'initiation jusqu'au niveau où il faut, ce n'est pas bien pour elle. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire sur la place publique, mais qui sont des réalités aussi de l'autre côté. Donc, si le cadre n'est pas créé pour qu'il y ait des échanges, ça ne pourra pas aider les filles. Donc, je crois que l'initiative est une très bonne initiative pour l'autonomisation de la femme, parce que nous avons à un moment donné échangé à un niveau donné. J'ai échangé avec certaines personnes qui sont adeptes de ces cultes-là et des chefs traditionnels et chefs religieux. On a même pensé à la création d'une école des adeptes pour que les programmes puissent concorder avec les réalités, parce que les parents ne sont pas prêts à laisser les enfants aller à l'école au détriment du patrimoine de leurs ancêtres. Oui, donc ils préfèrent que sa fille n'aille pas à l'école. Et s'occupe de la pérennisation. De la pérennisation de la tradition. Mais quand on va trouver, comme ailleurs, des écoles spécifiques pour, un peu comme certaines ONG le font, pour aller donner des cours dans les marchés aux enfants placés, aux enfants déscolarisés, pour qu'elles sachent lire, au moins compter, et tout ça là. Bon, donc on peut toutefois trouver ce genre de formule, mais le cadre doit exister d'abord. Je crois que c'est le cadre qui est en train d'être créé. Constant Yawedewo, un autre sujet, et peut-être le dernier sujet de ce moment de décryptage, c'est bien la polémique autour de la création de la cellule d'analyse et de traitement de plaintes et de dénonciation. Ceci dans le cadre de la lutte contre la corruption au Bénin, créée et mise en place à la présidence de la République. Aujourd'hui, on constate que certains acteurs qui, en amont ou a priori, devraient être, sinon qui sont les principaux acteurs qui sont au devant de la scène de la lutte contre la corruption, ne s'entendent pas forcément pour que ou du moins ne voient pas d'un bon œil le fait que cette cellule est implantée à la présidence de la République. Oui, il y a 2 ou 3 problèmes à ce niveau auxquels il faut faire très attention. Mais avant tout ça, il faut dire que c'est heureux que le débat ait lieu. Parce que on ne peut pas continuer à aller devant, revenir en arrière, repartir. Non, tout est expérience, mais il faut forcément qu'il y ait des débats pour que la correction puisse se faire à temps, si correction il y en a. Donc, le premier problème, c'est que la cellule qui vient d'être créée vient en appui à autre structure, le Haut Commissariat. Donc, le problème qui se pose, c'est un problème d'attribution, de conflit d'attribution. Donc, attiré au clair parce que au niveau de la cellule du Haut Commissariat, on a déjà parlé de collecte d'analyse. Des faits à mettre à disposition, collecte des plaintes, à mettre à disposition de corruption à mettre à la disposition de la justice. Mais au niveau de la cellule d'analyse de traitement des plaintes et dénonciations aussi, il y a collecte.
Vous voyez, donc c'est simple comme ça. Maintenant, il reste à voir qu'est-ce qu'on met dans ces genres de terminologie. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans la collecte et qu'est-ce qu'on met dans le traitement. Vous voyez, quand c'est dénonciation, tout le monde sait. Bon, deuxième chose, il y a la sécurisation de ceux qui mettent des informations à disposition. Il semble que la loi de 2011 est un peu claire dessus, mais les attributions du Haut Commissariat ou de la cellule qui vient d'être créée ne protègent pas les dénonciateurs. Donc, c'est forcément des choses qu'il faut régler pour ne pas que... Oui, justement, parce que si ça ne protège pas les dénonciateurs, il n'est pas évident que quelqu'un ait le courage d'aller porter plainte ou de laisser une plainte qui pourrait dénoncer une fraude par-ci, par-là ou une corruption dans une administration. C'est très important parce qu'on a déjà vu des choses. Et on sait comment on fonctionne. On est tous béninois, on est dedans. Donc, c'est facile de mettre les choses sur papier, mais dans l'application, c'est tout autre. Cassius, ben là, tu as l'habitude de m'inviter, on fait débat, et maintenant, quelqu'un est venu porter plainte sur toi, ben tu sais que c'est un ami que tu invites souvent là qui t'a fait ça. C'est facile, parce que ça n'aura pas de traçabilité. Oui. On ne sait pas quand est-ce qu'il a dit ça. Et du coup, moi, je peux te coincer, je vais commencer par mettre la pression par derrière, là-bas, pour commencer par te coincer. Donc, on se connaît. Et je sens les effets après, sans savoir qui est à la base. Donc, si ça n'a pas un peu l'aspect de vous déposer, on peut même ne pas vous connaître, mais vous déposer, et vous êtes sûr que ça va être pris en compte et traité comme tel. Bon, on n'a même pas besoin du nom du dénonciateur à partir du moment où les preuves sont déposées et tout, et qu'on fait confiance à la cellule. Bon, le problème ne se pose plus. Et ça débouche sur le troisième aspect dont je parle, qui est que le Haut Commissariat, la cellule et la justice, tout est aux mains de la présidence parce que c'est le gouvernement qui nomme les juges. Voilà que la cellule est commandée par le gouvernement, le Haut Commissariat également. Quand ça va être un membre du gouvernement qui serait fautif, est-ce que ça met en confiance le citoyen que ça va être aussi bien traité que si c'était lui, le simple citoyen? Donc voilà les problèmes qui se posent et je ne pense pas qu'on puisse alimenter une polémique réellement autour de ça, mais qu'on prenne de la hauteur pour se dire, qu'est-ce que nous allons faire pour que on n'ait pas une haute cour de justice bis à autre échelle, à échelle inférieure. Parce que la haute cour de justice est là depuis des décennies, mais les barrières sont là et la haute cour de justice n'arrive pas à réellement... La haute cour de justice n'a pas encore jugé un seul jusqu'à aujourd'hui, alors que c'est une structure, une institution qui est là, pour laquelle on dépense. Mais qui n'a pas les pouvoirs législatifs d'agir. Donc, si on va encore en créer d'autres et que ça ne pourra réellement pas porter, ou ça va être dans une certaine mesure un autre instrument de pression, c'est ce que les populations vont retenir. Ça c'est un instrument de pression. Donc, c'est pas un instrument de résolution, de lutte contre la corruption. Réellement de lutte contre la corruption. Constant Yawedewo, nous allons évoluer dans ce décryptage. Est-ce que vous n'êtes pas en train de constater avec moi, est-ce que peut-être ce n'est pas parce que le Haut Commissariat ou la Haute Cour de justice qui, entre-temps, avait la possibilité de traiter les dossiers de lutte contre la corruption ou les dossiers de corruption, n'est pas en train de bien faire son travail, que le gouvernement ait voulu prendre les choses en main lui-même pour gérer en mettant en place cette cellule à ses pieds? Je crois que s'il y a quelque chose à faire, c'est de revoir
la structure. J'ai regretté un peu qu'on puisse aller à, je ne vais pas dire à la modification de la Constitution, mais l'amendement de la Constitution sans penser à donner les armes réelles armes à la haute cour de justice. Oui, je crois que ça a été une occasion ratée. Parce qu'on en parlait beaucoup. Maintenant, voilà qu'on a eu la chance de toucher à la loi fondamentale, mais qui n'a pas permis à la haute cour de justice d'aller plus loin. Je crois que c'est assez regrettable. Est-ce qu'il faut encore aller à un autre amendement? Parce que c'est pas trop bon d'être en train d'amender la Constitution tout le temps. Bon, mais il faut forcément qu'on aille en profondeur pour que la haute cour de justice ait la main libre pour pouvoir faire le travail. Et on constate un peu que la criette est venue comme une cour spéciale, mais qui devrait peut-être être un tremplin pour pour récupérer ce que la haute cour n'arrive réellement pas à faire compte tenu de cette disposition législative à faire, pouvait peut-être passer par la criette, mais ça a encore échappé. Et la haute cour de justice est là, tourne en rond et on se cache derrière ça et pour réellement nourrir les inquiétudes que les populations sont en train d'avoir, que la société civile est en train d'avoir sur la création du Haut Commissariat et de la cellule, parce que ils savent que il y a des tests, des articles qui protègent certains et qui ne protègent pas d'autres. Eh bien, Constant Yawedewo, nous sommes en train d'aller au thème de ce rendez-vous d'analyse et de décryptage. Mais avant de partir, votre mot de fin pour les amis téléspectateurs. Je remercie les téléspectateurs pour nous avoir suivis. Je dirais, par rapport à tout ce que nous disons, le pays c'est pour nous, le Bénin c'est pour nous, on n'a pas autre nation, donc que tout se passe dans la paix et que la quiétude règne. Nous ne pouvons pas être en train de parler de faim et être en train d'avoir encore des stress. C'est pas possible. Il faut que les Béninois aient la paix du cœur et que on aille réellement à la réalité et qu'on se regarde en face, qu'on se dise certaines vérités et que pour le bonheur de cette nation. Eh bien, merci Constant Yawedewo. Un autre titre que vous portez ou un autre nom que vous portez, qu'on ne dit pas forcément sur ce plateau, c'est que vous êtes également tête couronnée. Chers amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, je rappelle que Constant Yawedewo est journaliste, directeur de Radio Planète. Merci de nous avoir suivis, portez-vous bien et à bientôt.